La vérité dans tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas exagérer. Il y a un peu plus de 10 ans, la NASA avait sondé l'univers et lancé un appel à d'éventuels extraterrestres en installant des antennes paraboliques géantes un peu partout sur la planète. Alors, encore une fois, je vous donnerai la parole dans quelques minutes à vous, chers téléspectateurs, par téléphone ou par courriel, mais d'abord un extrait du reportage qu'avait fait à l'époque l'émission Le Point sur ce SOS lancé par la NASA à travers le cosmos. La Terre, notre planète, est un satellite du Soleil. Le Soleil, notre Soleil, n'est qu'une des 400 milliards d'étoiles de notre galaxie. Il est donc plausible qu'autour de quelques-uns de ces soleils, une forme d'intelligence se soit développée sur une autre planète Terre. Nous sommes dans le désert Mojave, en Californie, un des joyaux de la NASA. Depuis le matin du 12 octobre 1992, ce radiotélescope de 34 mètres est jumelé à d'autres radiotélescopes. Ils forment un réseau planétaire soutenu par de puissants ordinateurs. Leur mission? Fouiller le ciel à la recherche de messages intelligents pouvant nous parvenir d'aussi loin que 100 années-lumière. Pendant que l'administration américaine ouvre toutes grandes ses oreilles électroniques aux messages éventuels, ils sont des millions, les habitants de notre planète, à croire et à affirmer que déjà nous sommes régulièrement visités par des étrangers dont on ne connaît pour l'instant que le nom du véhicule, l'OVNI. Une personne sur deux affirme croire à l'existence de ces objets volants non identifiés. Pourtant, la majorité des gouvernements nient ou ignorent le phénomène. Les nombreux trucages comme ceux-ci contribuent à discréditer le dossier. À la frontière de l'Oklahoma et de l'Arkansas, les habitants de nombreux villages affirment être l'objet de centaines d'enlèvements depuis 1987. On est ici au cœur de l'Amérique rurale profonde, à l'extrémité du Bible Belt, où les preachers sont presque aussi nombreux que les tornades. This is the house where one of our most critical cases took place. La famille qui habite cette maison a été visitée par des extraterrestres. La mère et l'enfant ont été enlevés. Le vaisseau est apparu au-dessus de cet arbre. Tout comme Bud Hopkins, Barbara Bartolick est une artiste. Dans son quartier de Tulsa, en Oklahoma, elle nous a pointé une trentaine de maisons dont les occupants auraient été enlevés par les extraterrestres. Aujourd'hui, on vient de partout pour lui raconter son histoire. Une nuit, on m'a amené dans un laboratoire souterrain. J'ai vu plusieurs rangées de grandes cuves placées sur un convoyeur. Un jeune homme d'environ 30-35 ans, de belle apparence, était suspendu par les pieds et son sang coulait dans cette cuve. Barbara a fait régresser plus de 300 personnes par une technique semi-hypnotique. Your eyeball comes down here and is holding. Okay, it's okay, it's okay. And then they're brushing behind it. They're scraping behind it and then they push back in. And that hurts very, very much. Nulle part au monde n'a-t-on encore entrepris ouvertement et sérieusement une analyse systématique du phénomène des ovnis. Nulle part, sauf peut-être en Belgique.
Dans la soirée du mercredi 29 novembre 1989, en quelques heures et dans une région très limitée, au moins 125 cas d'observation ont été rapportés. Ce fut le début de ce qu'on a appelé la vague belge, une vague qui allait durer 1 an et demi. L'armée de l'air belge fut mise, d'une certaine façon, en état d'alerte OVNI. C'était à l'hiver 90. Dans la nuit du 30 au 31 mars, 2 intercepteurs F-16 décollaient de la base de Beauvechain. Leur mission, aller à la rencontre d'un mystérieux objet volant non identifié dont la présence avait été signalée peu auparavant par plusieurs témoins oculaires, dont des gendarmes. Les témoins décrivaient tous le même objet, un grand triangle doté de sources lumineuses à chacun des angles. Alpha Alpha 754. Cette nuit-là, le ciel est dégagé. Les pilotes n'ont aucun contact visuel avec l'OVNI. Au retour, l'analyse de la bande vidéo du radar de chacun des 2 avions révèle une information incroyable. Cette image, la voici. Chacun des F-16 avait capté un écho-radar qui témoignait de la présence d'un objet non identifié, dont l'accélération et la décélération étaient fulgurantes. Ici, on voit qu'en 1 seconde, l'objet inconnu passe de 150 à 560 nœuds. En conférence de presse, le colonel de Brouwer expliquait que le commandement était médusé devant un tel phénomène. De plus, les accélérations observées sont absolument sensationnelles, il paraît-il. Absolument. Si vraiment il y a eu des objets en l'air, puisqu'il faut quand même être prudent, s'il y a eu des objets en l'air, ce n'était certainement pas des F-117 ou des B-2, puisque les performances enregistrées étaient tout à fait en dehors de l'enveloppe normale des performances des avions connus. Par contre, nous pouvons dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. On a eu des concordances entre les observations radar, sol, et les observations radar des avions de chasse, qui se sont passées en même temps avec les observations visuelles au sol. Cette collaboration ouverte et publique des militaires avec un organisme intéressé aux OVNI est une première mondiale. Des témoignages crédibles, il y en a plein. À plusieurs reprises d'ailleurs, plusieurs personnes ont vu en même temps le même phénomène. C'est le cas de Martine Matagne, speakerine à la radio-télévision belge. Le 21 janvier 1991, à 21h30, elle roulait en voiture avec son ami en direction de Namur. Tous les 2 ont vu la même chose au même moment. Au fur et à mesure qu'on s'approchait de ces lumières, en fait, on s'aperçoit que ça ne pouvait pas être un avion. Tout d'abord parce que ce n'étaient pas les lumières habituelles d'un avion. C'était 2 grosses spots bleus dirigés vers le sol. Et ensuite, parce que ça ne bougeait pas. Enfin, au fur et à mesure qu'on s'approchait, on avait l'impression que c'était tout à fait statique. Et tout doucement, cet engin est reparti donc, dans la direction contraire à la nôtre, c'est-à-dire en direction de Bruxelles, mais vraiment comme sur un nuage, tout doucement, tout doucement. On l'a perdu de vue, on est reparti sur cette autoroute, et mon ami et moi, je me souviens, on se disait rien, sauf que quand même au bout de 5 minutes, il est irlandais, et il racontait il m'a dit un seul mot, il m'a dit « Well, that's it, I've seen a UFO ». Parmi les témoins, un jeune homme. On connaît son nom, mais il désire garder l'anonymat. Le 7 avril 1990, à Petit-Rechin, dans la province de Liège, il prend cette photo exceptionnelle. Une pièce de résistance au dossier de la SOBEPS. L'École royale militaire de Belgique s'y intéresse. La SOBEPS confie la diapositive originale à ses spécialistes du traitement de l'image. Le professeur Marc Acheroy, docteur en sciences appliquées et professeur de la chaire d'électricité, analyse depuis plusieurs mois le document photographique. C'est ce qu'on appelle de la restauration d'image, au sens où on essaye de restaurer l'objet au même titre que l'on essaye de restaurer un chef-d'œuvre d'un peintre. Donc en respectant l'objet. On n'essaye pas de l'améliorer, je veux dire par là. Alors si vous regardez ici, eh bien, cette méthode permet de faire apparaître dans la composante bleue, qui est très sensible à toutes les masses sombres, la masse triangulaire de cet ovni. Il y aurait donc un appareil triangulaire qui supporte ces lumières. Qui supporte les lumières. C'est ce que fait supposer cette diapositive en tout cas, celle de la composante bleue en tout cas.
pratiquement quand on regarde le bruit, il y a une continuité du bruit depuis là où il n'y a pas d'objet et là où il y a un objet. Qu'est-ce que vous appelez le bruit? Cet effet de neige que vous avez sur le document. Et ça, pour essayer de le simuler par des artifices, je ne sais pas lesquels, ce serait très difficile, sauf si on est spécialiste. Or, ce n'est pas le cas de la personne qui a pris la photo. Au moment où Colomb a découvert l'Amérique, des mots comme l'espace, le temps, le pouvoir, la vie, tout ça a changé de sens. Si un jour on découvre que nous avons là-haut de nouveaux voisins, nos codes, nos valeurs, nos religions, notre philosophie, tout sera bouleversé. Tout, y compris l'espace, le temps, le pouvoir et la vie. Sommes-nous seuls dans l'univers? Mais c'est pas ça la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est pour vous, est-ce que les ovnis c'est une supercherie ou c'est une réalité? Est-ce que c'est de la foutaise les ovnis ou est-ce que c'est sérieux? Alors pour nous joindre, vous le faites soit par téléphone, soit par courriel. Par téléphone de la région de Montréal, vous faites le 514-790-0060. Si vous appelez de l'extérieur de la région de Montréal, sans frais, vous faites le 1-866-790-0060. Ou alors par courriel, vous allez tout simplement sur notre site simondurivange en un seul mot.com et on va vous dire comment faire. Voilà, on attend vos commentaires. On fait une pause. Alors, rappel de nos coordonnées, si vous voulez nous rejoindre, nous téléphoner ou encore nous envoyer des courriels. De la région de Montréal, vous faites le 514-790-0060. De l'extérieur de Montréal, vous faites sans frais le 1-866-790-0060. Et puis, par courriel, vous allez simplement sur notre site Internet, le site de l'émission, www.simondurivange en un seul mot.com et on va vous dire comment nous écrire. Déjà, d'ailleurs, François Bourbeau est toujours avec moi. Ovniologue, est-ce qu'on dit ufologue? On dit ufologue, ouais, pour un peu rendre hommage. UFO, c'est anglais. C'est anglais, c'est du terme anglais, mais c'est inscrit ici dans le dictionnaire, vous savez, hein, pas ufologue, mais ufologie. Ufologie, on a conservé le terme. Bon, on a déjà un courriel de M. Richard qui nous dit « Les observations d'ovnis résistent mal à l'étude scientifique. Presque sans exception, les non-identifiés peuvent être identifiés comme des phénomènes normaux. Ceux qui sont vraiment non identifiés sont plutôt un témoignage de notre ignorance qu'autre chose. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, c'est un commentaire comme un autre. Le problème, c'est que en science, il faut... Vous savez, l'ufologue aujourd'hui doit produire des résultats avec pratiquement rien comme outil de travail. On n'a pas de budget, on n'a pas accès à des ressources humaines compétentes pour nous appuyer et encore moins accès à des laboratoires bien équipés pour nous permettre, surtout sur des cas de rencontres rapprochées de deuxième type où il y a des évidences physiques sur le sol, moi, je n'ai pas accès à des laboratoires pour procéder à des analyses de sol. Alors qu'en sciences conventionnelles... Si vous permettez, je vous interromps une seconde. On vient de voir dans le reportage du Point, là, les Belges qui ont envoyé 2 F-16 en l'air ramasser des données. C'est des données. Ça, c'est militaire. Moi, je vous parle d'ufologue comme moi. Je suis un privé, moi. Je finance mes travaux personnellement avec ma poche. Vous avez eu accès aux données de oui, j'ai eu des copies des boîtes noires. Bon. Et comment je les analyse? Avec l'argent de qui? Avec les laboratoires où? Il faut que j'ai des collaborations personnelles privées à ce moment-là. Il faut que je convainque beaucoup de gens pour qu'ils m'aident bénévolement à faire de la recherche. Oui, alors peut-être que comme ufologue, vous êtes peut-être frustré, mais l'armée belge a mis de l'argent là-dedans. Oui, l'armée belge, c'est-à-dire que leur travail, c'est de protéger le territoire aérien belge contre toute intrusion d'un éventuel ennemi potentiel qui risque de mettre à feu et à sac. OK, alors je reviens à ce que dit Richard dans son courriel. Oui. C'est pas scientifique ou alors, si on comprend pas, c'est parce qu'on est ignorant. Bien, il n'y a rien de scientifique sur Terre. On ne peut pas s'attendre. Il n'y a rien de scientifique sur Terre. La science, c'est une méthode, c'est un outil. Alors, c'est un marteau qu'on utilise pour fabriquer une maison. Oui, mais qui arrive à des démonstrations très concrètes. Oui, peut-être. Parfois, pas toujours, produit des parfois. Résultats. Notre science a effectivement produit d'excellents résultats, mais en science, malheureusement, pour qu'un phénomène soit reconnu scientifiquement, il doit y avoir l'aspect de répétabilité.
Malheureusement, ça nous fait ici douloureusement défaut en ufologie. L'OVNI ne se manifeste rarement deux fois de la même manière. Il y a toujours un petit hic qui nous manque. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport à ça? Moi, je dis que l'outil scientifique qui nous est proposé, le paradigme actuel qui est à la mode, ne s'applique pas à l'étude des ovnis. Il faut le changer, l'outil. Il ne faut pas commencer à chérir l'outil en disant « il est en or, il est beau, je l'aime, et c'est lui seulement qui est le bon ». OK, on a un appel de M. Théoret juste avant, là. Ce SOS lancé par la NASA il y a plus de 12 ans maintenant. Oui. Est-ce que ça a donné des résultats? Ça fait plus longtemps que ça. Ça remonte aux années 60, le projet Est-ce que ça a donné des résultats? Ça n'a pas donné de résultats pour l'instant, mais on continue à financer, on continue de ça roule payer toujours? et de dépenser des millions à des astrophysiciens et des astronomes qui font la recherche là-dedans. Mais moi, j'ai l'impression qu'on tente de communiquer avec une civilisation en utilisant un téléphone cellulaire, alors que peut-être, on fera l'inverse, qu'à l'autre bout, on est en train de parler d'un téléphone en crinquant le système. Et là, on conclut, il n'y a pas de vie ailleurs, ça ne répond pas. Il y a peut-être incompatibilité de technologie. Les téléphones ne sont pas de la même qualité. Ben voilà. OK, M. Mais il ne faut pas Théoret. conclure qu'il n'y a rien de scientifique, là. M. Théoret, qui a une question ou un commentaire? M. Théoret, bonjour. Oui, bonjour. Bon retour, M. Durivage. Félicitations d'ailleurs pour votre émission. Beau programme, merci. Bravo, votre équipe chevronnée. Je voulais savoir, moi, quelle proportion, dans le fond, quand on a un certain nombre d'ovnis, combien deviennent identifiables ou finissent par être identifiés au terme d'une enquête? Et puis, est-ce que vraiment il y en a une proportion là-dedans là, qui ne finissent par n'être jamais attribuées, qu'on n'attribue pas nécessairement donc à des origines extraterrestres? Encore l'origine extraterrestre. Là, encore là, on pourrait se parler longuement. Écoutez, je vais vous dire deux réponses. Dans les années 50-60, selon Joseph Allen Hynek, qui a étudié dans le Project Blue Book, on disait que 10% des observations étaient de nature non identifiable, 90% pouvaient être identifiés. Ballons sondes, les gens confondaient avec toutes sortes de trucs. Des ballons sondes, autrement des dit, avions les gens éclairés par avaient le pensé soleil, que c'était un objet. satellites. 90% pensent que c'est un ovni, mais ça n'en est pas un. Mais aujourd'hui, avec Internet, la télévision, on écoute Radio-Canada, on écoute RDI, on est mieux informé, l'information circule rapidement. On a accès à une foule de données, les caméscopes, les appareils photo. Les gens, maintenant, quand ils voient quelque chose dans le ciel, là, ils disent pas « j'ai vu une soucoupe volante qui vient de la planète XYZ ». C'est pas comme ça que les gens pensent. Est-ce que c'est un hélicoptère? Est-ce que je vois un avion? Est-ce que ça serait pas un satellite, une aurore boréale? Est-ce que je suis pas en train de me faire berner par une auto qui monte une colline de l'autre côté, puis c'est les phares qui sont en train d'éclairer des mouettes qui passent en avant d'un panneau publicitaire, comme c'est arrivé à des gens de télévision que je connais? Alors, ces gens-là s'interrogent, sont plus intelligents, quand même, ils se posent ils sont autocritiques. Alors, avant que ces gens-là me contactent et qui ont fait une auto-analyse et qui ont peut-être éliminé d'emblée un phénomène, ça fait diminuer beaucoup la statistique. Et moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, en tout cas pour Revenu Alerte au Québec, sur 100 dossiers que nous recevons, il y a maintenant 25% de ces documents qui sont hautement crédibles au niveau de la probabilité qu'il s'agisse bel et bien d'un ovni. Mais là, attention, là, M. Dirigeant, je ne vous dis pas qu'ils viennent d'une autre planète. Non, non. Je vous dis qu'on est en présence d'une masse d'énergie dans un petit volume qui entre en interaction avec notre environnement et qui, par la lumière qui dégage, on sait que c'est des micro-ondes pulsées, peut vous tuer. Mais s'il vient si pas, vous êtes dans un court rayon de cette masse d'énergie. S'il ne vient pas d'une autre galaxie, il vient d'où? De la Terre? Alors ça, c'est les nouvelles théories élaborées par Andrei Sakharov, par Stephen Hawking, le scientifique paraplégique d'Oxford, par un paquet de physiciens qui ont élaboré maintenant de nouvelles hypothèses en physique. Il y aurait des intraterrestres? Non, on serait probablement en situation de gens qui manipulent l'espace et le temps. Et l'OVNI, lorsqu'il est en fonction... des êtres humains, des terrestres. Une intelligence non humaine, j'appelle ainsi, une intelligence non humaine qui influencerait nos comportements depuis la nuit des temps. Jadis, on les appelait les elfes, les farfadets, les sifs, les cyclopes. Vous avez d'autres noms, parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a physique là-dedans, hein, le phénomène ovni, un phénomène physique, social et mythique. Alors aujourd'hui, on est peut-être en présence du même phénomène. Ça s'appelle aujourd'hui des secours volantes, mais ils sont peut-être en avance d'1 seconde sur notre temps ou 10 000 ans. On ne le sait pas. Mais ils sont en train de manipuler l'espace-temps. Et mathématiquement, on a des univers calculés sur papier qui fonctionnent à 100 dimensions. Bon, alors Jean... On est loin de la théorie de relativité d'Einstein. Oui. C'est un peu complexe pour le temps qu'on a. Voilà. Voilà. M. Simard, Jean Simard, qui dit « Je pense que l'humain a une fascination pour les ovnis. Pourtant, malgré tout ce qui a été rapporté, il n'y a pas de preuve tangible de leur présence. Certaines photos semblent intrigantes, c'est vrai dans le cas belge particulièrement, mais tant que la science n'explique rien, je ne peux pas y croire. »
Mais encore là, le phénomène de croyance, on ne peut pas y croire, la science n'explique pas, on ne nous donne pas de moyens, il faudrait qu'on fasse tout avec rien. Il y a des photos, il y en a autant de bonnes photos qu'il y a de bonnes photos sur l'autoroute métropolitaine où on voit un accident se faire en temps réel alors qu'il y a des caméras de Transport Québec qui sont installées partout et on ne voit pas aux nouvelles du soir une collision se produire en temps réel. Et là, on a une route, on sait où filmer quand même, les ovnis sont dans le ciel. Il y a des saints au ciel, hein, des saints béatifiés parce qu'ils ont fait des miracles. Mais ceux de l'époque du Moyen-Âge ont peut-être fait des miracles qui aujourd'hui seraient facilement reconnaissables par la science. J'en conviens. Bon, alors ces gens-là, à l'époque, étaient des saints parce qu'ils ont fait des miracles, alors que ce n'était pas vraiment des miracles qu'ils ont fait, peut-être. Et peut-être qu'ils en ont fait, mais ça, c'est de l'interprétation. Alors, je fais le parallèle en disant, vous dites, il y a des ovnis, moi je dis, ben, c'est des ovnis tant qu'on pense que ça en est, mais si on a la preuve que ça n'en sont pas, ça n'en sont pas des ovnis. Effectivement. Mais il faut faire la différence entre spéculer et être certain en science. Moi, j'ai une spéculation, j'ai des documents qui peuvent démontrer que nous sommes en présence d'un réel phénomène physique qui transcende et de très loin la technologie humaine actuelle. Voilà. Avoir plus de moyens, je pourrais aller plus loin. J'attends ces moyens. Si pour nous montrer un morceau d'ovni. On aimerait bien ça. C'est l'objectif ultime. Un morceau d'ovni. J'en conviens avec vous, c'est l'objectif ultime. Merci infiniment, M. Bourbeau, d'avoir été avec nous. C'est très gentil à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va à une pause et puis on revient tout de suite. Ah, c'est pas fini? C'est fini. Alors, nous parlons toujours d'ovnis aujourd'hui et la question que nous vous posons, c'est est-ce que c'est une supercherie, ces ovnis, ou c'est une réalité selon vous? Notre invité est François Bourbeau, qui est ufologue, et je vous rappelle les numéros de téléphone et de notre adresse courriel, si vous voulez nous joindre. Donc, par téléphone de Montréal, si vous appelez de la région de Montréal, vous faites le 514-790-0060. De l'extérieur, sans frais, le 1-866-790-0060. Et par courriel, vous nous écrivez tout simplement sur notre site internet www.simondurivage.com et on va vous dire comment faire pour nous écrire. Voilà, donc on a un premier appel. David Lefrançois de Montréal qui nous appelle, M. Bourbeau. Allez-y, M. Lefrançois. Bonjour, monsieur. Écoutez, moi, j'étais sur la Côte-Nord il y a déjà plusieurs années de ça avec des amis et on a regardé un coucher de soleil. Bon, évidemment, on était dans une position surélevée et on a vu comme une espèce de boule de feu qui se déplaçait, mais l'axe, c'était pas comme si c'était un météorite qui atteignait la Terre. On avait l'impression que ça s'éloignait de la Terre un petit peu. Puis à un moment donné, la boule de feu, c'est complètement, comment je pourrais dire, dissipé, puis on voyait plus rien. J'aimerais savoir si ça pouvait être un phénomène naturel ou si c'était possiblement un ovni. Mais là, il faut poser beaucoup de questions. Est-ce que vous voyez le soleil simultanément, votre boule de feu? Non. En même temps? Le soleil était déjà pas mal couché. OK. Est-ce que votre boule en question était près de l'endroit où le soleil s'est couché ou c'était très éloigné en azimut? Là? Le soleil, c'est à l'ouest, votre boule était où? Là? Au nord, au sud, à l'est, et où? Disons au nord. Complètement au nord. Le soleil était à une bonne distance du soleil. Bon, puis en degré d'élévation, c'était très haut au-dessus de votre tête, très, très bas à l'horizon? Oui, c'était vraiment à l'horizon. Complètement. Donc, ça de l'horizon en s'élevant. Au départ, je me disais que c'était il y aurait eu un autre angle. Ouais. Est-ce qu'il y avait une traînée derrière ou c'était une boule complètement au contour fini, là? Écoutez, c'est un vieux souvenir qui date d'une vingtaine d'années. Ouais. Non, il n'y avait pas de traînée. Ça ressemblait pas là, à ce qu'on voit dans les photos. Bon, d'abord, ça a duré combien de temps? Quelques secondes. On était plusieurs à l'avoir vu. On était tous surpris. Est-ce que tout le monde a parlé d'ovni à ce moment-là, M. Lefrançois? C'est dit, tiens, voilà un ovni ou... Non, écoutez, on se demandait ce que ça pouvait être, puis on était tous, à cette époque-là, des étudiants en sciences pures, alors on était un petit peu sceptiques par rapport aux ovnis, là, mais on se demandait carrément quel genre de phénomène ça pouvait être parmi les phénomènes physiques qu'on avait déjà vus dans le passé, mais on a demandé à cause de l'angle, ben on s'est dit si c'était un météorite. Bon, il y a ça. Dernière question, est-ce que ça a changé de direction ou ça a toujours été rectiligne comme trajectoire? Rectiligne. Rectiligne. Écoutez, quand on a des réponses comme ça, une sphère, bas sur l'horizon, trajectoire rectiligne, durée d'observation de quelques secondes, les probabilités sont beaucoup plus près de celles d'une météorite qui entre dans l'atmosphère qu'une description exacte de ce qu'est un ovni. Alors, on fonctionne comme en science. Tu sais, vous me dites, la science, il faut qu'elle explique tout. Il y a une méthode, c'est un marteau, je l'utilise, le même marteau, ce qui n'est pas nécessairement mauvais pour tout. Je l'applique comme un canevas sur cette observation. Je suis obligé de dire à monsieur, on est beaucoup plus près d'une météorite qu'on serait près d'un ovni.
Voilà. Ça peut être décevant pour vous comme réponse, excusez-moi, là, mais quand c'est pas un ovni, je dirais pas que c'en est un. Alors, on est plus proche d'un météorite qu'autre chose. Et sans photo, ben bon, on a et là, c'est vieux de 20 ans, alors c'est encore Madeleine de Boucherville qui nous téléphone. Madeleine de Boucherville. Bonjour, Madeleine. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Je voulais savoir, est-ce que les films de science-fiction, donc, tu sais, quand il y a des questions d'extraterrestres, est-ce que ça donne des vagues, ça recrée des vagues de témoignages, ou est-ce que ça peut trop exciter l'imagination des enfants ou des gens là, qui peuvent vouloir faire comme d'un vu puis en voir puis devenir sujet d'attention. Je vais tout de suite répondre à votre question en tuant immédiatement cette idée-là dans l'œuf. Écoutez, la première grande vague américaine remonte à 1897, c'est le Airship. On a prétendu avoir, écoutez, ça fait les journaux à l'époque, relisez même le vieux journal La Presse dans les premières éditions, au tout début, 1800 quelque chose. 1897, une vague qui a commencé sur la côte ouest américaine jusqu'à la côte est. Pendant toute une semaine, les gens disent avoir vu un énorme ballon qui projetait des faisceaux de lumière sur le sol et qui éclairait carrément les villes. Puis il n'y avait pas d'avion à cette époque-là. Il n'y avait pas d'avion. Et c'est une vague. Ouais. Il n'y avait pas de film. Là. Hitchcock n'était pas encore au cinéma. Et Orson Welles non plus, avec sa Guerre des mondes en 1938 là, à CBS. Non, mais n'empêche que quand c'est des films qui évoquent cette possibilité-là, est-ce que ça excite pas un petit peu l'imagination des gens? C'est certain. Écoutez, aux États-Unis, vous voyez, ici, peut-être qu'on s'en rend moins compte, mais moi, pour avoir visité à peu près tous les États là-bas, je me suis rendu compte que c'est mur à mur les émissions sur les ovnis aux États-Unis, et ça excite abondamment l'opinion populaire là-bas, et c'est certain que ça influence considérablement l'opinion publique, et ça doit normalement, j'imagine, se refléter sur les témoignages. Il faut être doublement prudent lorsqu'on est ufologue américain, lorsqu'on rencontre des témoins. On doit savoir bien poser ces questions pour faire le départage entre le vrai et le faux. Un courriel, Teresa, qui est très inquiète, elle dit « Moi, je crois que les ovnis sont une menace pour les terriens. Il faut s'en préoccuper avant qu'il soit trop tard. » Est-ce qu'on n'a jamais été attaqué par des ovnis, je sache? Jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour les documents auxquels j'ai eu accès au niveau des Forces armées canadiennes, il n'y a pas eu de cas où les ovnis se sont livrés à des attaques vraiment préparées, à tout le moins, au niveau du modus operandi dans la manifestation. Ou les enlèvements. On a vu ça dans le reportage du Point tout à l'heure. C'est typiquement américain. Oui, les gens qui se font enlever par des ovnis. Un peu plus canadien, mais je dois vous avouer que les cas d'enlèvement, moi, je pense qu'on est en présence d'une pathologie. Je commencerai par éliminer cette hypothèse-là avant de commencer à crier aux extraterrestres qui passent à travers les murs dans une chambre à coucher et qui s'amusent à enlever des fœtus de femmes enceintes et essayer de créer des races hybrides. Mais vous voyez là quelqu'un qui est inquiet quand même. C'est quelqu'un qui est inquiet. Elle a raison. Comme je vous disais un peu plus tôt dans l'émission, il y a eu des cas de mortalité à Paranormal au Brésil et en Argentine. Ça a été enquêté abondamment par Jacques Vallée. Il a retrouvé les médecins là-bas. Il a lu les rapports médicaux. Mais ici, il n'y a jamais été question d'attaque. Au Canada, aux États-Unis, puis c'est ici où on a... Il y a un cas canadien qui est bien connu au Manitoba, Stephen Michalak, dans les années 60, qui est décédé. C'est un ingénieur qui a touché à l'OVNI, qui est décédé à la suite de sa rencontre avec un OVNI. C'est le seul cas connu ici au Canada, Stephen Michalak, et les dossiers se retrouvent au Conseil national de la recherche du Canada. Qui nous dit, puisqu'il est mort, qui nous dit qu'il a touché à l'OVNI? C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a raconté à des médecins. Non, pas tout de suite. Ça a pris 3-4 semaines avant qu'il décède. Et sur son ventre apparaissait toute une série de lignes, de points, parce qu'il s'est retrouvé devant comme une grille, un tuyau d'échappement de l'engin. Et la forme de cette grille s'est retrouvée imprimée sur son abdomen parce qu'il passait devant au moment où l'objet décollait. Et ça lui a brûlé l'abdomen. Et un cancer est apparu à la suite de cette manifestation. L'autre question qu'on se pose, on a envoyé une planète sur Mars. Là. Il y a peut-être eu déjà de la vie sur Mars, mais il y a tellement longtemps... Oui, une sonde, pardon, sur Mars. Bon, il y a tellement longtemps qu'il n'y a plus de vie aujourd'hui sur Mars. Donc, il n'y a pas des Martiens, là, il n'y en a pas. Il n'existe pas des Martiens. Il reste peut-être quelques traces de microbes. Enfin, mon peu de connaissance me dit que les planètes où il pourrait y avoir de la vie, parce que moi, je ne nie pas qu'il puisse y avoir de la vie ailleurs, ça se peut très bien, mais elles sont tellement loin que pour que ces gens-là viennent nous visiter ou viennent nous niaiser là, avec des petits véhicules, il faut qu'ils mangent, ces gens-là. Ouais. Il faut qu'ils aient assez de carburant pour se rendre jusqu'ici, dans leur bidule. Là. Ouais, je vous comprends, mais là, on pense comment? On pense en être humain, en fonction de la technologie que nous connaissons. Nous, on mange et nous, on a besoin de carburant. Mais qui nous dit qu'une civilisation qui s'est développée peut-être 100 000 ans avant nous et qui a atteint un degré de technologie qui est peut-être 1 million d'années devant nous
utilise peut-être complètement un schéma de référence à 1000 lieues de ce qu'on pourrait même s'imaginer. Peut-être pas besoin de manger, mais pour développer de l'intelligence, ça prend quelque chose. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Ils se mettent peut-être une petite pile Energizer 9 volts dans le ventre et c'est suffisant. On ne le sait pas. Nous, on évalue tout en fonction de la base du carbone. Mais si leur vie à eux est basée sur l'ammoniac, le méthane ou une autre forme de gaz ou de liquide à la base, tout peut être complètement différent une fois rendu à l'étape d'évolution où ils en sont. On fait une pause. Il faut tout reprendre à zéro. On fait une pause et on prend tout à zéro. C'est désolant, hein? J'espère que je ne crève pas votre ballon. Non, pas du tout. On fait une pause, on revient tout de suite. Vous continuez de nous appeler, de nous écrire aussi. Les ovnis, supercherie ou réalité? Point d'interrogation. Répondez-nous. Appelez-nous donc ou écrivez-nous. Nos numéros de téléphone apparaissent à l'écran. De Montréal, vous faites le 514-790-0060. De l'extérieur, sans frais, le 1-866-790-0060. Ou alors par courriel, allez sur notre site internet, simondurivage en un seul mot.com, et on va vous dire comment faire. Voilà. Et donc, François Bourbeau est toujours notre invité. François Bourbeau, ufologue. Et on y va d'un premier appel de Richard Martel de Longueuil. Monsieur Martel, allez-y. Monsieur Durivage, bonjour. Félicitations pour votre beau programme. Merci, monsieur. Bien bon. Moi, j'aimerais savoir, monsieur Bourbeau, si au fil des ans, depuis qu'on observe ce phénomène d'objets volants non identifiés, s'il y a une région à quelque part dans le monde ou dans un pays où on a observé davantage de ces objets, et est-ce que ça revient sporadiquement ou si ce fut régulier, comme par exemple aux États-Unis, dans les années 40-50 approximativement, il y a une région des États-Unis où on a remarqué à plusieurs reprises des objets volants non identifiés. Alors, ce qu'il faut comprendre, comme je le disais un peu plus tôt dans le cadre de l'émission, c'est que le problème, j'aime mieux dire, au lieu du phénomène, j'aime mieux dire le problème OVNI, parce qu'il est de plus en plus vaste. Ça se manifeste par vagues. Alors, oui, la question est légitime. Est-ce qu'ils font plus souvent un endroit qu'un autre? Ça a été posé pour la première fois au chercheur Henri Bordelot, le Québécois qui était très actif dans les années 50-60. Lui, il croyait que les OVNI qui venaient au Québec cherchaient des endroits où des dépôts de sel étaient plus abondants. Ça a été vérifié, ces trucs-là. Ça semble pas le cas. Et effectivement, à l'échelle du globe, les ovnis ne se manifestent pas plus à un endroit qu'à un autre. Mais parce qu'il y a des vagues... Est-ce qu'ils se manifestent partout? Partout. Sur la planète, mais il faut qu'il y ait un humain pour l'observer, sinon bien sûr. On conclut qu'il y en a plus là que là, mais si les populations sont concentrées en ville... Aux îles Kerguelen, il n'y en a pas beaucoup. Qui vous dit ça? On n'en a pas vu. Qui vous dit ça? Vidons la ville de Montréal, mettons toute la ville de Montréal aux îles Canaries, on va dire qu'ils sont toutes aux îles Canaries. Alors, je pense que le problème, c'est ça. C'est que parce qu'il y a des vagues, on va conclure qu'il y en a plus à un endroit qu'à un autre. Mais il faut être très, très prudent dans ce type d'affirmation parce qu'il faudrait répartir la population uniformément à l'échelle du globe pour en avoir là le cœur net, ce qui est virtuellement impossible. Moi, vous voulez vendre votre maison. Mais pourquoi il y a des vagues? Pourquoi il y a des vagues? C'est ça qu'on ne sait pas. Pourquoi ça vient par vagues? Pourquoi c'est des coups? Est-ce que le corridor s'ouvrirait au moment de la mise en action du moteur de l'OVNI et que les corridors s'ouvrent simultanément et là, bang, il y a une recrudescence d'observation. Et puis l'autre question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ils ne s'arrêtent jamais? Pourquoi ils ne descendent pas sur Terre? Pourquoi ils ne viennent pas nous parler ou nous dire quelque chose ou se question manifester? Légitime aussi. La réponse... S'ils veulent quelque chose... Je vais vous dire une réponse qui ne me satisfait pas. Mais je vais vous dire une réponse que j'entends partout. Tout le monde dit ceci dans le domaine de la recherche et beaucoup de contactés le prétendent. C'est la politique de non-intervention pour ne pas influer sur notre propre évolution en tant que race. De la même manière que s'il y avait eu de la vie sur la Lune et que les membres d'Apollo, lorsqu'ils ont mis le pied sur la Lune, s'étaient rendus compte qu'il y avait de la vie là, le mandat, et c'était écrit dans les protocoles de la NASA, on n'a pas d'affaire à influencer la vie qui se trouve... Et d'ailleurs, faites attention, on aseptise les capsules spatiales que l'on expédie dans l'espace. Et pourquoi on fait ça? S'il n'y a pas de vie dans l'espace? Par respect pour peut-être un petit microbe qu'il y aurait sur Mars ou sur la Lune ou ailleurs, pour ne pas aller chambarder quelque chose qui est en train d'évoluer, par simple respect pour la vie. Et alors, si nous, on le fait, à plus forte raison, quelqu'un de plus évolué qui est en train de nous observer a toutes les bonnes raisons du monde aussi de le faire. Un courriel de Yvon Saint-Mars, de Saint-Marcel au Québec. Je pense que les ovnis viennent de notre propre planète pour la plupart.
ce sont des engins mis à l'essai par d'autres pays ou des instruments de météo. Ça aussi, beaucoup l'ont avancé, cette hypothèse-là. Parce que vous savez que Adolf Hitler, à la Deuxième Guerre mondiale, avait créé le V7, la machine à tuer. C'était pour lui un nouveau projet, une forme de secours volante. D'ailleurs, quand Samuel Gaudsmit, l'oncle Sam, vous savez que l'expression vient de Samuel Gaudsmit, un agent secret qui avait comme mission d'aller récupérer les savants allemands à la base de Pays du Monde avant les Russes pour les amener. Et c'est eux d'ailleurs qui ont créé la base de la NASA. Alors, il a récupéré les meilleurs puis il a laissé les restants aux Russes. Puis c'est d'ailleurs les Russes, comme par hasard, qui ont envoyé le 4 octobre 57 Sputnik. Ils nous ont battu de vitesse quand même. Mais rendus sur place, ils ont découvert des plans d'une secours volante de fabrication allemande. Et c'est de là qu'est partie cette rumeur qui veut aujourd'hui que ce que là, on voit, c'est des humains, des militaires qui ont fabriqué une secours volante, qui nous observent comme ça à qui mieux. Et c'est pour ça que, plutôt, je vous disais, le militaire qui veut mettre la main sur un ovni, c'est pas pour s'amuser avec, là. C'est pour posséder une technologie supérieure à tous les autres pour être capable de conquérir cette planète. Moi, je n'y crois pas à ça. Parce que les ovnis ont été vus bien avant que les frères Wright, sur leur fameuse montagne en Caroline du Nord, commencent à faire leur premier vol en 1903. Alors, moi, je vous dis non. Parce que les observations ovnis bien détaillées ne remontent pas au 24 juin 1947, là, au Mont Cascade, dans l'État de Washington, avec Kenneth Arnold, le pilote privé aux commandes de son avion à 3 heures l'après-midi, qui a vu 9 objets sur 2 lignes couper sa trajectoire au moment où il pilotait. Ça date de quand? Alors, ça remonte à plusieurs centaines d'années à la tapisserie de Bayeux, cher monsieur, où on a des témoignages qui nous sont rapportés par des prêtres, des moines, qui, dans leur retraite, déjà retranscrivaient les premières observations d'ovnis dans le ciel. Encore là, des observations de gens qui n'avaient pas développé la science autant que nous l'avons fait au 20e et 21e siècle. Il faut faire attention. Quand on observe la comète de Halley, la dernière fois, je l'ai observée en 1986 avec mon télescope, j'ai tiré mes photographies. Pourquoi on sait qu'elle a un cycle de 76 ans? C'est une méthode scientifique de reculer dans le passé pour aller voir quelle est la périodicité d'une comète. Alors, en ufologie, on fait la même chose. On essaie de voir si ce qui s'observe aujourd'hui ne l'a pas été dans le passé. Alors, on prend ce canevas, on se dit, bon, comment se manifeste l'OVNI aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que disent les témoins? Ils disent ceci, ils disent cela, c'est lumineux, c'est silencieux, ça se déplace rapidement, ça vire à angle droit, ça influence le sol. On va aller voir dans les vieilles chroniques du passé qu'est-ce que les gens disaient, voir si on revoit ce même cadenas. Et on le retrouve de l'archevêque d'Agobard, entre autres, à Lyon, en 900, qui a empêché que le peuple lapide 3 hommes et une femme descendus de la Magonie, parce qu'il appelait ça comme ça. C'était une espèce de lieu entre les nuages et le ciel. Et on avait vu 4 êtres descendre d'un vaisseau, une navette, qui était tombée sur le sol. Et on voulait donc que la population lapide ces 4 individus qui étaient sans doute des humanoïdes descendus d'un ovni. Et parce que Dagobard, l'archevêque de Lyon, disait « Non, non, c'est impossible parce que ça enlève de la primauté à Dieu, ça ne peut pas exister. » Il a sauvé la vie de ces 4 individus. Vous êtes vraiment passionné Et d'histoire, et de science, et d'astronomie, et d'ufologie, et de tout. Est-ce qu'on peut vivre d'ufologie? Non, pas du tout. C'est un hobby qui coûte très cher. C'est comme le bowling, ça on paye, mais on attend le trophée à la fin de l'année. C'est un hobby. Oui. Un hobby passionnant, c'est pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en vivre? Parce que écoutez, ça fascine tout le monde. On fait une émission là-dessus, on a des codes d'écoute formidables. Rockefeller, qui est décédé cette année, au congrès de Pocantico à New York en 1997, a alloué 10 millions de sa fortune personnelle à des chercheurs scientifiques. J'aurais aimé qu'ils vivent un peu plus longtemps, qu'ils m'accordent seulement le 5e de cette fortune me permettre de poursuivre, mais c'est pas arrivé. On a deux, en tout cas, nous, on a été bien contents de vous connaître. Merci d'être venu à l'émission. Je vous donne rendez-vous demain, donc même heure, même poste. À demain, merci d'avoir été là. Au retour, l'analyse de la bande vidéo du radar de chacun des 2 avions révèle une information incroyable. Cette image, la voici. Chacun des F-16 avait capté un écho-radar qui témoignait de la présence d'un objet non identifié, dont l'accélération et la décélération étaient fulgurantes. Ici, on voit qu'en 1 seconde, l'objet inconnu passe de 150 à 560 nœuds.
En conférence de presse, le colonel de Brouwer expliquait que le commandement était médusé devant un tel phénomène. De plus, les accélérations observées sont absolument sensationnelles, il paraît-il. Absolument. Si vraiment il y a eu des objets en l'air, puisqu'il faut quand même être prudent, s'il y a eu des objets en l'air, ce n'était certainement pas des F-117 ou des B-2, puisque les performances enregistrées étaient tout à fait en dehors de l'enveloppe normale des performances des avions connus. Par contre, nous pouvons dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. On a eu des concordances entre les observations radar, sol, et les observations radar des avions de chasse, qui se sont passées en même temps avec les observations visuelles au sol. Cette collaboration ouverte et publique des militaires avec un organisme intéressé aux ovnis est une première mondiale. Des témoignages crédibles, il y en a plein. À plusieurs reprises d'ailleurs, plusieurs personnes ont vu en même temps le même phénomène. C'est le cas de Martine Matagne, speakerine à la radio-télévision belge. Le 21 janvier 1991, à 21h30, elle roulait en voiture avec son ami en direction de Namur. Tous les deux ont vu la même chose au même moment. Au fur et à mesure qu'on s'approchait de ces lumières, en fait, on s'aperçoit que ça ne pouvait pas être un avion. Tout d'abord parce que ce n'étaient pas les lumières habituelles d'un avion. C'était deux grosses spots bleues dirigées vers le sol. Et ensuite, parce que ça ne bougeait pas. Enfin, au fur et à mesure qu'on s'approchait, on avait l'impression que c'était tout à fait statique. Et tout doucement, cet engin est reparti donc, dans la direction contraire à la nôtre, c'est-à-dire en direction de Bruxelles, mais vraiment comme sur un nuage, tout doucement, tout doucement. On l'a perdu de vue, on est reparti sur cette autoroute, et mon ami et moi, je me souviens, on se disait rien, sauf que quand même au bout de 5 minutes, il est irlandais, et il racontait il m'a dit un seul mot, il m'a dit « Well, that's it, I've seen a UFO ». Parmi les témoins, un jeune homme. On connaît son nom, mais il désire garder l'anonymat. Le 7 avril 1990, à Petit-Rechin, dans la province de Liège, il prend cette photo exceptionnelle. Une pièce de résistance au dossier de la SOBEPS. L'École royale militaire de Belgique s'y intéresse. La SOBEPS confie la diapositive originale à ses spécialistes du traitement de l'image. Le professeur Marc Acheroy, docteur en sciences appliquées et professeur de la chaire d'électricité, analyse depuis plusieurs mois le document photographique. C'est ce qu'on appelle de la restauration d'image, au sens où on essaye de restaurer l'objet au même titre que l'on essaye de restaurer un chef-d'œuvre d'un peintre. Donc en respectant l'objet. On n'essaye pas de l'améliorer, je veux dire par là. Alors si vous regardez ici, eh bien, cette méthode permet de faire apparaître dans la composante bleue, qui est très sensible à toutes les masses sombres, la masse triangulaire de cet ovni. Il y aurait donc un appareil triangulaire qui supporte ces lumières. Qui supporte les lumières. C'est ce que fait supposer cette diapositive, en tout cas, celle de la composante bleue, en tout cas. Pratiquement, quand on regarde le bruit, il y a une continuité du bruit depuis là où il n'y a pas d'objet et là où il y a un objet. Qu'est-ce que vous appelez le bruit? Cet effet de neige que vous avez sur le document. Et ça, pour essayer de le simuler par des artifices, je ne sais pas lesquels, ce serait très difficile, sauf si on est spécialiste. Or, ce n'est pas le cas de la personne qui a pris la photo. Au moment où Colomb a découvert l'Amérique, des mots comme l'espace, le temps, le pouvoir, la vie, tout ça a changé de sens. Si un jour on découvre que nous avons là-haut de nouveaux voisins, nos codes, nos valeurs, nos religions, notre philosophie, tout sera bouleversé. Tout, y compris l'espace, le temps, le pouvoir et la vie. Sommes-nous seuls dans l'univers? Mais c'est pas ça la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est pour vous, est-ce que les ovnis c'est une supercherie ou c'est une réalité? Est-ce que c'est de la foutaise les ovnis ou est-ce que c'est sérieux? Alors pour nous joindre, vous le faites soit par téléphone, soit par courriel. Par téléphone de la région de Montréal, vous faites le 514-790-0060. Si vous appelez de l'extérieur de la région de Montréal, sans frais, vous faites le 1-866-790-0060. Ou alors par courriel, vous allez tout simplement sur notre site simondurivange en un seul mot.com
et on va vous dire comment faire. Voilà, on attend vos commentaires. On fait une pause. Alors, rappel de nos coordonnées, si vous voulez nous rejoindre, nous téléphoner ou encore nous envoyer des courriels. De la région de Montréal, vous faites le 514-790-0060. De l'extérieur de Montréal, vous faites sans frais le 1-866-790-0060. Être humain des terrestres. Une intelligence non humaine, j'appelle ainsi. Une intelligence non humaine qui influencerait nos comportements depuis la nuit des temps. Jadis, on les appelait les elfes, les farfadets, les sifs, les cyclopes. Vous avez d'autres noms. Parce qu'il y a 3 niveaux, il y a physique là-dedans, hein, le phénomène ovni, il y a un phénomène physique, social et mythique. Alors aujourd'hui, on est peut-être en présence du même phénomène, ça s'appelle aujourd'hui des secours volants, mais ils sont peut-être en avance d'1 seconde sur notre temps ou 10 000 ans, on ne le sait pas. Mais ils sont en train de manipuler l'espace-temps. Et mathématiquement, on a des univers calculés sur papier qui fonctionnent à 100 dimensions. Bon, alors Jean... On est loin de la théorie de relativité d'Einstein. Oui. C'est un peu complexe pour le temps qu'on a. Voilà. Monsieur Simard, Jean Simard, qui dit « Je pense que l'humain a une fascination pour les ovnis. Pourtant, malgré tout ce qui a été rapporté, il n'y a pas de preuve tangible de leur présence. Certaines photos semblent intrigantes, c'est vrai dans le cas belge particulièrement, mais tant que la science n'explique rien, je ne peux pas y croire. » Mais encore là, le phénomène de croyance, on ne peut pas y croire, la science n'explique pas, on ne nous donne pas de moyens, il faudrait qu'on fasse tout avec rien. Il y a des photos, il y en a autant de bonnes photos que de bonnes photos sur l'autoroute métropolitaine où on voit un accident se faire en temps réel alors qu'il y a des caméras de Transport Québec qui sont installées partout et on ne voit pas aux nouvelles du soir une collision se produire en temps réel. Et là, on a une route, on sait où filmer quand même, les ovnis sont dans le ciel. Il y a des saints au ciel, hein, des saints béatifiés parce qu'ils ont fait des miracles. Mais ceux de l'époque du Moyen-Âge ont peut-être fait des miracles qui aujourd'hui seraient facilement reconnaissables par la science. J'en conviens. Bon, alors ces gens-là, à l'époque, étaient des saints parce qu'ils ont fait des miracles, alors que ce n'était pas vraiment des miracles qu'ils ont fait, peut-être. Et peut-être qu'ils en ont fait, mais ça, c'est de l'interprétation. Alors, je fais le parallèle en disant, vous dites, il y a des ovnis, moi je dis, ben, c'est des ovnis tant qu'on pense que ça en est, mais si on a la preuve que ça n'en sont pas, ça n'en sont pas des ovnis. Effectivement. Mais il faut faire la différence entre spéculer et être certain en science. Moi, j'ai une spéculation, j'ai des documents qui peuvent démontrer que nous sommes en présence d'un réel phénomène physique qui transcende et de très loin la technologie humaine actuelle. Voilà. Avoir plus de moyens, je pourrais aller plus loin. J'attends ces moyens. Si pour nous montrer un morceau d'ovni. On aimerait bien ça. C'est l'objectif ultime. Un morceau d'ovni. J'en conviens avec vous, c'est l'objectif ultime. Merci infiniment, M. Bourbeau, d'avoir été avec nous. C'est très gentil à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va à une pause et puis on revient tout de suite. Ah, c'est pas fini? C'est fini. Alors, nous parlons toujours d'ovnis aujourd'hui et la question que nous vous posons, c'est est-ce que c'est une supercherie, ces ovnis, ou c'est une réalité selon vous? Notre invité est François Bourbeau, qui est ufologue, et je vous rappelle les numéros de téléphone et de notre adresse courriel, si vous voulez nous joindre. Donc, par téléphone de Montréal, si vous appelez de la région de Montréal, vous faites le 514-790-0060. De l'extérieur, sans frais, le 1-866-790-0060. Et par courriel, vous nous écrivez tout simplement sur notre site internet www.simondurivage.com et on va vous dire comment faire pour nous écrire. Voilà, donc on a un premier appel. David Lefrançois de Montréal qui nous appelle, M. Bourbeau. Allez-y, M. Lefrançois. Bonjour, monsieur. Écoutez, moi, j'étais sur la Côte-Nord il y a déjà plusieurs années de ça avec des amis et on a regardé un coucher de soleil. Bon, évidemment, on était dans une position surélevée et on a vu comme une espèce de boule de feu qui se déplaçait, mais l'axe, c'était pas comme si c'était un météorite qui atteignait la Terre. On avait l'impression que ça s'éloignait de la Terre un petit peu. Puis à un moment donné, la boule de feu, c'est complètement, comment je pourrais dire, dissipé, puis on voyait plus rien. J'aimerais savoir si ça pouvait être un phénomène naturel ou si c'était possiblement un ovni. Mais là, il faut poser beaucoup de questions. Est-ce que vous voyez le soleil simultanément, votre boule de feu? Non. En même temps? Le soleil était déjà pas mal couché.
OK. Est-ce que votre boule en question était près de l'endroit où le soleil s'est couché ou c'était très éloigné en azimut? Là? Le soleil, c'était à l'ouest, votre boule était où? Là? Au nord, au sud, à l'est, c'était où? Disons au nord. Complètement au nord. Le soleil était à une bonne distance du soleil. Bon, puis en degré d'élévation, c'était très haut au-dessus de votre tête, très, très bas à l'horizon? Oui, c'était vraiment à l'horizon. Complètement. Donc, ça fait de l'horizon en s'élevant. Au départ, je me disais que c'était il y aurait eu un autre angle. Ouais. Est-ce qu'il y avait une traînée derrière ou c'était une boule complètement au contour fini, là? Écoutez, c'est un vieux souvenir qui date d'une vingtaine d'années. Ouais. Non, il n'y avait pas de traînée. Ça ressemblait pas là, à ce qu'on voit dans les photos. Bon, d'abord, ça a duré combien de temps? Quelques secondes. On était plusieurs à l'avoir vu. On était tous surpris. Est-ce que tout le monde a parlé d'OVNI à ce moment-là, M. François? C'est dit, tiens, voilà un OVNI ou... Non, écoutez, on se demandait ce que ça pouvait être, puis on était tous, à cette époque-là, des étudiants en sciences pures, on était un petit peu sceptiques par rapport aux ovnis, là, mais on se demandait carrément quel genre de phénomène ça pouvait être parmi les phénomènes physiques qu'on avait déjà vus dans le passé, mais on a demandé à cause de l'angle, ben on s'est dit si c'était un météorite. Bon, il y a ça. Dernière question, est-ce que ça a changé de direction ou ça a toujours été rectiligne comme trajectoire? Rectiligne. Rectiligne. Écoutez, quand on a des réponses comme ça, une sphère, bas sur l'horizon, trajectoire rectiligne, durée d'observation de quelques secondes, les probabilités sont beaucoup plus près de celles d'une météorite qui entre dans l'atmosphère qu'une description exacte de ce qu'est un OVNI. Alors, on fonctionne comme en science. Tu sais, vous me dites, la science, il faut qu'elle explique tout. Il y a une méthode, c'est un marteau, je l'utilise, le même marteau, ce qui n'est pas nécessairement mauvais pour tout. Je l'applique comme un canevas sur cette observation. Je suis obligé de dire à monsieur, on est beaucoup plus près d'une météorite qu'on serait près d'un OVNI. Voilà. Ça peut être décevant pour vous comme réponse, excusez-moi, là, mais quand c'est pas un OVNI, je dirais pas que c'en est un. Alors, on est plus proche de la météorite qu'autre chose. Et sans photo, ben bon, on a et là, Madeleine... c'est vieux de 20 ans, alors c'est encore Madeleine plus difficile. de Nantes. Et puis, par courriel, vous allez simplement sur notre site Internet, le site de l'émission, www.simondurivange.com, et on va vous dire comment nous écrire. Ben déjà, d'ailleurs, François Bourbeau est toujours avec moi. Ovniologue, est-ce qu'on dit ufologue? On dit ufologue, pour un peu rendre hommage. UFO, c'est anglais. C'est anglais, c'est du terme anglais, mais c'est inscrit ici dans le dictionnaire, vous savez. Hein, pas ufologue, mais ufologie. Ufologie, on a conservé le terme. Bon, ben, on a déjà un courriel de M. Richard qui nous dit « Les observations d'OVNI résistent mal à l'étude scientifique. Presque sans exception, les non-identifiés peuvent être identifiés comme des phénomènes normaux. Ceux qui sont vraiment non identifiés sont plutôt un témoignage de notre ignorance qu'autre chose. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben, vous savez, c'est un commentaire comme un autre. Le problème, c'est que en science, il faut... Vous savez, l'ufologue aujourd'hui doit produire des résultats avec pratiquement rien comme outil de travail. On n'a pas de budget, on n'a pas accès à des ressources humaines compétentes pour nous appuyer et encore moins accès à des laboratoires bien équipés pour nous permettre, surtout sur des cas de rencontres rapprochées de deuxième type où il y a des évidences physiques sur le sol, moi, je n'ai pas accès à des laboratoires pour procéder à des analyses de sol. Alors qu'en sciences conventionnelles... Si vous permettez, je vous interromps une seconde. On vient de voir dans le reportage du Point, là, les Belges qui ont envoyé 2 F-16 en l'air ramasser des données. C'est des données. Ça, c'est militaire. Ben, moi, je vous parle d'ufologue, comme moi. Je suis un privé, moi. Je oui, finance mes travaux personnellement avec ma poche. Vous avez eu accès aux données de oui, ces j'ai eu des copies des boîtes noires. Bon. Et comment je les analyse? Avec l'argent de qui? Avec les laboratoires où? Il faut que j'ai des collaborations personnelles privées à ce moment-là. Il faut que je convainque beaucoup de gens pour qu'ils m'aident bénévolement à faire de la recherche. Oui, alors, peut-être que comme ufologue, vous êtes peut-être frustré, mais l'armée belge a mis de l'argent là-dedans. Là. Oui, l'armée belge, c'est-à-dire que leur travail, c'est de protéger le territoire aérien belge contre toute intrusion d'un éventuel ennemi potentiel qui risque de mettre à feu et à sac OK, alors je reviens à ce que dit Richard là, dans son courriel. Oui. C'est pas scientifique ou alors, si on comprend pas, c'est parce qu'on est ignorant. Bien, il n'y a rien de scientifique sur Terre. On ne peut pas s'attendre. Il n'y a rien de scientifique sur Terre. La science, c'est une méthode, c'est un outil. Alors, c'est un marteau qu'on utilise pour fabriquer une maison. Oui, mais qui arrive à des démonstrations très concrètes. Oui, peut-être. Parfois, pas toujours, produit des parfois. Résultats. Notre science a effectivement produit d'excellents résultats, mais en science, malheureusement, pour qu'un phénomène soit reconnu scientifiquement, il doit y avoir l'aspect de répétabilité.
Malheureusement, ça nous fait ici douloureusement défaut en ufologie. L'OVNI ne se manifeste rarement 2 fois de la même manière. Il y a toujours un petit hic qui nous manque. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport à ça? Moi, je dis que l'outil scientifique qui nous est proposé, le paradigme actuel qui est à la mode, ne s'applique pas à l'étude des ovnis. Il faut le changer, l'outil. Il ne faut pas commencer à chérir l'outil en disant « il est en or, il est beau, je l'aime, et c'est lui seulement qui est le bon ». OK, on a un appel de M. Théoret juste avant. Là. Ce SOS lancé par la NASA il y a plus de 12 ans maintenant. Oui. Est-ce que ça a donné des résultats? Ça fait plus longtemps que ça. Ça remonte aux années 60, le projet Est-ce que ça a donné des résultats? Ça n'a pas donné de résultats pour l'instant, mais on continue à financer, on continue de ça roule payer toujours? et de dépenser des millions à des astrophysiciens et des astronomes qui font la recherche là-dedans. Mais moi, j'ai l'impression qu'on tente de communiquer avec une civilisation en utilisant un téléphone cellulaire, alors que peut-être, on fera l'inverse, qu'à l'autre bout, on est en train de parler d'un téléphone en crinquant le système. Et là, on conclut, il n'y a pas de vie ailleurs, ça ne répond pas. Il y a peut-être incompatibilité de technologie. Les téléphones ne sont pas de la même qualité. Ben voilà. OK, M. Théoret. Mais il ne faut pas conclure qu'il n'y a rien de scientifique, là. M. Théoret, qui a une question ou un commentaire? M. Théoret, bonjour. Oui, bonjour. Bon retour, M. Durivage. Félicitations d'ailleurs pour votre émission. Beau programme, merci. Bravo, votre équipe chevronnée. Je voulais savoir, moi, quelle proportion, dans le fond, quand on a un certain nombre d'ovnis, combien deviennent identifiables ou finissent par être identifiés au terme d'une enquête? Et puis, est-ce que vraiment il y en a une proportion là-dedans là, qui ne finissent par n'être jamais attribuée, qu'on n'attribue pas nécessairement donc à des origines extraterrestres? Encore l'origine extraterrestre. Là, encore là, on pourrait se parler longuement. Écoutez, je vais vous dire deux réponses. Dans les années 50-60, selon Joseph Allen Hynek, qui a étudié dans le Project Blue Book, on disait que 10% des observations étaient de nature non identifiable, 90% pouvaient être identifiés. Ballons sondes, les gens confondaient avec toutes sortes de trucs. Des ballons sondes, des avions éclairés par le soleil, satellites. 90% pensent que c'est un ovni, mais c'en est pas un. Mais aujourd'hui, avec Internet, la télévision, on écoute Radio-Canada, on écoute RDI, on est mieux informé, l'information circule rapidement. On a accès à une foule de données, les caméscopes, les appareils photo. Les gens, maintenant, quand ils voient quelque chose dans le ciel, là, ils disent pas « j'ai vu une soucoupe volante qui vient de la planète XYZ ». C'est pas comme ça que les gens pensent. Est-ce que c'est un hélicoptère? Est-ce que je vois un avion? Est-ce que ça serait pas un satellite, une aurore boréale? Est-ce que je suis pas en train de me faire berner par une auto qui monte une colline de l'autre côté, puis c'est les phares qui sont en train d'éclairer des mouettes qui passent en avant d'un panneau publicitaire, comme c'est arrivé à des gens de télévision que je connais? Alors, ces gens-là s'interrogent, sont plus intelligents, quand même, ils se posent ils sont autocritiques. Alors, avant que ces gens-là me contactent et qui ont fait une auto-analyse et qui ont peut-être éliminé d'emblée un phénomène, ça fait diminuer beaucoup la statistique. Et moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, en tout cas pour Revenu Alerte au Québec, sur 100 dossiers que nous recevons, il y a maintenant 25% de ces documents qui sont hautement crédibles au niveau de la probabilité qu'il s'agisse bel et bien d'un ovni. Mais là, attention, là, M. Durand, je ne vous dis pas qu'ils viennent d'une autre planète. Non, non. Je vous dis qu'on est en présence d'une masse d'énergie dans un petit volume qui entre en interaction avec notre environnement et qui, par la lumière qui dégage, on sait que c'est des micro-ondes pulsées, peut vous tuer. Mais s'il vient si pas, vous êtes dans un court rayon de cette masse d'énergie. S'il ne vient pas d'une autre galaxie, il vient d'où? De la Terre? Alors ça, c'est les nouvelles théories élaborées par Andrei Sakharov, par Stephen Hawking, le scientifique paraplégique d'Oxford, par un paquet de physiciens qui ont élaboré maintenant de nouvelles hypothèses. Il y aurait des intraterrestres? Non, on serait probablement en situation de gens qui manipulent l'espace et le temps. Et l'OVNI, lorsqu'il est en des gens de Boucherville qui nous téléphonent. Madeleine de Boucherville. Bonjour, Madeleine. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Je voulais savoir, est-ce que les films de science-fiction, donc, tu sais, quand il y a des questions d'extraterrestres, est-ce que ça donne des vagues, ça recrée des vagues de témoignages, ou est-ce que ça peut trop exciter l'imagination des enfants ou des gens là, qui peuvent vouloir faire comme d'un vu puis en voir puis devenir sujet d'attention. Je vais tout de suite répondre à votre question en tuant immédiatement cette idée-là dans l'œuf. Écoutez, la première grande vague américaine remonte à 1897, c'est le Airship. On a prétendu avoir, écoutez, ça fait les journaux à l'époque, relisez même le vieux journal La Presse dans les premières éditions, au tout début, 1800 quelque chose. 1897, une vague qui a commencé sur la côte ouest américaine jusqu'à la côte est.
pendant toute une semaine, les gens disent avoir vu un énorme ballon qui projetait des faisceaux de lumière sur le sol et qui éclairait carrément les villes. Puis il n'y avait pas d'avion à cette époque-là. Il n'y avait pas d'avion. Et c'est une vague. Ouais. Il n'y avait pas de film. Là. Hitchcock n'était pas encore au cinéma. Alors, et Orson Welles non plus, avec sa Guerre des mondes en 1938 là, à CBS. Non, mais n'empêche que quand c'est des films, des films qui évoquent cette possibilité-là, est-ce que ça excite pas un petit peu l'imagination des gens? Ben, c'est certain. Écoutez, madame, aux États-Unis, vous voyez, ici, peut-être qu'on s'en rend moins compte, mais moi, pour avoir visité à peu près tous les États là-bas, je me suis rendu compte que c'est mur à mur les émissions sur les ovnis aux États-Unis, et ça excite abondamment l'opinion populaire là-bas, et c'est certain que ça influence considérablement l'opinion publique, et ça doit normalement, j'imagine, se refléter sur les témoignages. Il faut être doublement prudent lorsqu'on est ufologue américain, lorsqu'on rencontre des témoins. On doit savoir bien poser ces questions pour faire le départage entre le vrai et le faux. Un courriel, Teresa, qui est très inquiète, elle dit « Moi, je crois que les ovnis sont une menace pour les terriens. Il faut s'en préoccuper avant qu'il soit trop tard. » Est-ce qu'on n'a jamais été attaqué par des ovnis, je sache? Jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. En tout cas, pour les documents auxquels j'ai eu accès au niveau des Forces armées canadiennes, il n'y a pas eu de cas où les ovnis se sont livrés à des attaques là, vraiment préparées, à tout le moins, au niveau du modus operandi dans la manifestation. Ou les enlèvements, on a vu ça dans le reportage du Point et ça, c'est typiquement américain. Oui, les gens qui se font enlever par des ovnis. Un peu plus canadien, mais je dois vous avouer que les cas d'enlèvement, moi, je pense qu'on est en présence d'une pathologie. Je commencerai par éliminer cette hypothèse-là avant de commencer à crier aux extraterrestres qui passent à travers les murs dans une chambre à coucher et qui s'amusent à enlever des fœtus de femmes enceintes et essayer de créer des races hybrides. Mais vous voyez là quelqu'un qui est inquiet quand même. C'est quelqu'un qui est inquiet. Elle a raison. Comme je vous disais un peu plus tôt dans l'émission, il y a eu des cas de mortalité à Paranormal au Brésil et en Argentine. Ça a été enquêté abondamment par Jacques Vallée. Il a retrouvé les médecins là-bas. Il a lu les rapports médicaux. Mais ici, il n'y a jamais été question d'attaque. Au Canada, aux États-Unis, là, puis c'est ici où on a... Il y a un cas canadien qui est bien connu au Manitoba, Stephen Michalak, dans les années 60, qui est décédé. C'est un ingénieur qui a touché à l'OVNI, qui est décédé à la suite de sa rencontre avec un OVNI. C'est le seul cas connu ici au Canada, Stephen Michalak, et les dossiers se retrouvent au Conseil national de la recherche du Canada. Qui nous dit, puisqu'il est mort, qui nous dit qu'il a touché à l'OVNI? C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a raconté à des médecins. Non, pas tout de suite. Ça a pris 3-4 semaines avant qu'il décède. Et sur son ventre apparaissait toute une série de lignes, de points, parce qu'il s'est retrouvé devant comme une grille, un tuyau d'échappement de l'engin. Et la forme de cette grille s'est retrouvée imprimée sur son abdomen parce qu'il passait devant au moment où l'objet décollait. Et ça lui a brûlé l'abdomen. Et un cancer est apparu à la suite de cette manifestation. L'autre question qu'on se pose, on a envoyé une planète sur Mars. Là. Il y a peut-être eu déjà de la vie sur Mars, mais il y a tellement longtemps... Oui, une sonde, pardon, sur Mars. Bon, il y a tellement longtemps qu'il n'y a plus de vie aujourd'hui sur Mars. Donc, il n'y a pas des Martiens, là, il n'y en a pas. Il n'existe pas des Martiens. Il reste peut-être quelques traces de microbes. Enfin, mon peu de connaissance me dit que les planètes où il pourrait y avoir de la vie, parce que moi, je nie pas qu'il puisse y avoir de la vie ailleurs, ça se peut très bien, mais elles sont tellement loin que pour que ces gens-là viennent nous visiter ou viennent nous niaiser là, avec des petits véhicules, il faut qu'ils mangent, ces gens-là. Ouais. Il faut qu'ils aient assez de carburant pour se rendre jusqu'ici, dans leur bidule. Là. Ouais, je vous comprends, mais là, on pense comment? On pense en être humain, en fonction de la technologie que nous connaissons. Nous, on mange et nous, on a besoin de carburant. Mais qui nous dit qu'une civilisation qui s'est développée peut-être 100 000 ans avant nous et qui a atteint un degré de technologie qui est peut-être 1 million d'années devant nous, utilise peut-être complètement un schéma de référence à 1000 lieues de ce qu'on pourrait même s'imaginer. Peut-être pas besoin de manger, mais pour développer de l'intelligence, ça prend quelque chose. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Ils se mettent peut-être une petite pile Energizer 9 volts dans le ventre et c'est suffisant. On ne le sait pas. Nous, on évalue tout en fonction de la base du carbone. Mais si leur vie à eux est basée sur l'ammoniac, le méthane ou une autre forme de gaz ou de liquide à la base, tout peut être complètement différent une fois rendu à l'étape d'évolution où ils en sont. On fait une pause. Il faut tout reprendre à zéro. On fait une pause et on prend tout à zéro. C'est désolant, hein? J'espère que je ne crève pas votre ballon. Non, pas du tout. On fait une pause, on revient tout de suite. Vous continuez de nous appeler, de nous écrire aussi. Les ovnis, supercherie ou réalité? Point d'interrogation. Répondez-nous
Appelez-nous donc ou écrivez-nous. Nos numéros de téléphone apparaissent à l'écran. De Montréal, vous faites le 514-790-0060. De l'extérieur, sans frais, le 1-866-790-0060. Ou alors par courriel, allez sur notre site internet, simondurivage en un seul mot.com, et on va vous dire comment faire. Voilà. Et donc François Bourbeau est toujours notre invité. François Bourbeau, ufologue. Et on y va. La vérité dans tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas exagérer. Il y a un peu plus de 10 ans, la NASA avait sondé l'univers et lancé un appel à d'éventuels extraterrestres en installant des antennes paraboliques géantes un peu partout sur la planète. Alors, encore une fois, je vous donnerai la parole dans quelques minutes à vous, chers téléspectateurs, par téléphone ou par courriel, mais d'abord un extrait du reportage qu'avait fait à l'époque l'émission Le Point sur ce SOS lancé par la NASA à travers le cosmos. La Terre, notre planète, est un satellite du Soleil. Le Soleil, notre Soleil, n'est qu'une des 400 milliards d'étoiles de notre galaxie. Il est donc plausible qu'autour de quelques-uns de ces soleils, une forme d'intelligence se soit développée sur une autre planète Terre. Nous sommes dans le désert Mojave, en Californie, un des joyaux de la NASA. Depuis le matin du 12 octobre 1992, ce radiotélescope de 34 mètres est jumelé à d'autres radiotélescopes. Ils forment un réseau planétaire soutenu par de puissants ordinateurs. Leur mission? Fouiller le ciel à la recherche de messages intelligents pouvant nous parvenir d'aussi loin que 100 années-lumière. Pendant que l'administration américaine ouvre toutes grandes ses oreilles électroniques aux messages éventuels, ils sont des millions, les habitants de notre planète, à croire et à affirmer que déjà nous sommes régulièrement visités par des étrangers dont on ne connaît pour l'instant que le nom du véhicule, l'OVNI. Une personne sur deux affirme croire à l'existence de ces objets volants non identifiés. Pourtant, la majorité des gouvernements nient ou ignorent le phénomène. Les nombreux trucages comme ceux-ci contribuent à discréditer le dossier. À la frontière de l'Oklahoma et de l'Arkansas, les habitants de nombreux villages affirment être l'objet de centaines d'enlèvements depuis 1987. On est ici au cœur de l'Amérique rurale profonde, à l'extrémité du Bible Belt, où les preachers sont presque aussi nombreux que les tornades. This is the house where one of our most critical cases took place. La famille qui habite cette maison a été visitée par des extraterrestres. La mère et l'enfant ont été enlevés. Le vaisseau est apparu au-dessus de cet arbre. Tout comme Bud Hopkins, Barbara Bartolick est une artiste. Dans son quartier de Tulsa, en Oklahoma, elle nous a pointé une trentaine de maisons dont les occupants auraient été enlevés par les extraterrestres. Aujourd'hui, on vient de partout pour lui raconter son histoire. Une nuit, on m'a amené dans un laboratoire souterrain. J'ai vu plusieurs rangées de grandes cuves placées sur un convoyeur. Un jeune homme d'environ 30-35 ans, de belle apparence, était suspendu par les pieds et son sang coulait dans cette cuve. Barbara a fait régresser plus de 300 personnes par une technique semi-hypnotique. Your eyeball comes down here. It is holding.
Okay, it's okay, it's okay. And then they're brushing behind it. They're scraping behind it and then they push it back in. And that hurts very, very much. Nulle part au monde n'a-t-on encore entrepris ouvertement et sérieusement une analyse systématique du phénomène des ovnis. Nulle part, sauf peut-être en Belgique. Dans la soirée du mercredi 29 novembre 1989, en quelques heures et dans une région très limitée, au moins 125 cas d'observation ont été rapportés. Ce fut le début de ce qu'on a appelé la vague belge, une vague qui allait durer 1 an et demi. L'armée de l'air belge fut mise d'une certaine façon en état d'alerte OVNI. C'était à l'hiver 90. Dans la nuit du 30 au 31 mars, 2 intercepteurs F-16 décollaient de la base de Beauvechain. Leur mission, aller à la rencontre d'un mystérieux objet volant non identifié dont la présence avait été signalée peu auparavant par plusieurs témoins oculaires, dont des gendarmes. Les témoins décrivaient tous le même objet, un grand triangle doté de sources lumineuses à chacun des angles. Alpha Alpha 754. Cette nuit-là, le ciel est dégagé. Les pilotes n'ont aucun contact visuel avec l'OVNI.